Je m'appelle Louise Rogers et, à 19 ans, je suis simple soldat dans l'armée de terre des États-Unis. Cet uniforme fait ma fierté, c'est mon billet de sortie pour fuir cet enfer sur terre, ce lieu que j'appelais autrefois ma maison. Mais cette nuit étouffante de juillet, à Charleston, alors que je rentrais en permission, l'enfer a décidé de me réclamer. Mon beau-père, Thomas, empestant le Bourbon bon marché, a pressé l'acier froid d'un revolver contre ma poitrine. « Tu crois que ce costume de soldat de pacotille te rend meilleur que moi ?» a-t-il grogné, sa voix n'étant qu'un sourd grondement de ressentiment. « Ton salaire, c'est mon salaire. » Ma mère se tenait recroquevillée dans un coin de la cuisine, tremblante, et sa voix n'était plus qu'un murmure à peine audible. « Louise, donne-lui simplement cet argent, chérie. Ne le mets pas en colère. » Je me suis tenue bien droite, le dos raidi par des mois d'entraînement, et j'ai répondu, « Cet argent est à moi. Je l'ai gagné par mon service, pour mon avenir. » Le mot « avenir » a semblé briser quelque chose en lui, et son visage s'est tordu en un masque de pure fureur. « Petite peste ingrate » a-t-il sifflé, resserrant sa prise sur l'arme. « Tu crois pouvoir me défier dans ma propre maison ?» Une explosion assourdissante a déchiré l'air. La douleur, semblable à un tisonnier chauffé à blanc, a transpercé la chair près de ma clavicule. À travers le brouillard de la fumée du tir, j'ai vu Thomas arborer un sourire narquois. Mais il ignorait que la douleur n'est que la faiblesse qui quitte le corps. Et j'avais réussi à accomplir une chose avant de m'enfuir, une chose qui allait détruire son monde, de fond en comble. Dites-moi à quelle heure vous écoutez cette histoire. Cliquez sur le bouton j'aime, et abonnez-vous si vous pensez qu'aucun soldat ne devrait jamais être abandonné, surtout sur son propre front familial. Le claquement du coup de feu fut absolu. Pendant une seule fraction de seconde, suspendu dans le temps, tout s'est arrêté. Le bourdonnement des cigales à l'extérieur, le ronronnement du réfrigérateur, le battement frénétique de mon propre cœur, tout a été réduit au silence par la violence inouïe de ce bruit. Puis, le monde est revenu à la charge, m'emportant dans un raz-de-marée de souffrance. Ce n'était pas une douleur sourde. C'était un feu électrique, aveuglant, qui a jailli de mon épaule, et descendu le long de mon bras, pour remonter jusqu'à mon cou. Mes jambes se sont dérobées sous mon poids, et j'ai titubé en arrière. Ma tête a heurté le sol en lino impitoyable, avec un bruit sourd qui m'a fait claquer des dents. La cuisine sentait la cordite et le bourbon renversé. Allongé sur le sol, la flaque collante et sucrée, échappée de la bouteille que Thomas avait renversée plus tôt, était froide contre ma joue. Ma vision vacillait, mais, à travers le fin nuage d'acide et de fumée qui flottait dans l'air, je l'ai vu. Thomas. Il n'était pas paniqué. Il n'éprouvait aucun remords. Il était simplement satisfait. Le petit sourire en coin, que j'avais aperçu un instant plus tôt, était toujours plaqué sur son visage. Ce n'était pas le rictus d'un vainqueur, mais l'amusement cruel et détaché de quelqu'un qui regarde un insecte se débattre, pris au piège dans une toile d'araignée. Il savourait ma douleur, se complaisant dans le pouvoir absolu qu'il détenait à cet instant précis. C'est alors que ma mère, Linda, a fini par hurler. Mais le cri qui s'est déchiré de sa gorge ne m'était pas destiné. C'était un hurlement d'incrédulité, terrifié, directement adressé à lui. « Mon Dieu, Thomas » a-t-elle pleuré, portant les mains à sa bouche. « Tu as fait un trou dans le mur. » Le mur. Pas sa fille, qui saignait sur le sol de la cuisine, mais la cloison fraîchement repeinte derrière moi. À cet instant, la douleur physique dans mon épaule fut éclipsée par quelque chose de bien pire, un engourdissement glacial, d'une profondeur insondable, qui s'est installé au fond de mon âme. La trahison était si totale, si absolue, qu'elle m'a fait l'effet d'une seconde blessure, bien plus profonde et mortelle que la première. La première pensée de ma mère allait à sa maison. Mon existence, ma vie, passait au second plan, loin derrière un vulgaire morceau de plâtre. Et, comme pour enfoncer le clou, Thomas a poussé un soupir de dégoût. Il a abaissé son arme, non pas avec le choc d'un homme qui vient de commettre une terrible erreur, mais avec l'agacement de quelqu'un dont la soirée vient d'être gâchée. Il a baissé les yeux vers moi, son regard froid et dédaigneux, et a marmonné, juste assez fort pour que je l'entende par-dessus le bourdonnement dans mes oreilles, « Tu vois, il faut toujours que tu compliques les choses. » Ce fut le déclic. Le moment précis où tout a basculé. Le choc s'est dissipé, et la douleur cuisante qui me consumait a été remplacée par une rage glaciale. Cette colère a clarifié mon esprit, avec une précision effrayante. Une seule pensée a percé le chaos, je ne vais pas mourir ici. La balle avait déchiré ma chair,
mais elle n'avait touché aucun organe vital. Je n'allais pas crever sur ce sol poisseux, imbibé de bourbon. Et si je n'allais pas mourir, il fallait que je me batte. Ma perspective a changé. Allongé sur le flanc, mes yeux étaient à la hauteur de la table de cuisine renversée. Les éclats de verre, restes de la bouteille brisée, brillaient sous la faible lumière. Et là, juste à côté des débris, se trouvait son téléphone. L'écran était encore allumé. Ce téléphone, celui qui l'emportait partout, telle une tumeur noire et rectangulaire greffée à sa hanche. Celui qu'il protégeait avec un mot de passe complexe, et une fureur paranoïaque si quiconque osait y jeter un coup d'œil. Soudain, des années d'observations enfouies ont inondé mon esprit, les appels téléphoniques passés à voix basse tard dans la nuit, sa façon de couper brusquement une conversation si j'entrais dans la pièce, les afflux soudains d'argent liquide après une série de disputes chuchotées et rageuses. Directement dans cet appareil. Ce n'était pas juste un téléphone. C'était sa faiblesse. C'était toute sa vie secrète, condensée dans un seul objet vulnérable. Thomas se prélassait toujours dans son instant de domination, détournant son irritation de moi vers ma mère, la réprimandant pour ses hurlements inutiles. La ferme, Linda. Ce n'est qu'une égratignure, a-t-il aboyé. Ce fut son erreur. Il m'a offert une ouverture, une fenêtre d'une seconde. Tout ce que j'avais appris à Fort Jackson, chaque exercice éreintant, chaque leçon hurlée par mes sergents instructeurs sur l'importance de prendre l'initiative, tout s'est réuni en un seul ordre instinctif dans mon cerveau, agis, maintenant. Ignorant le feu dans mon épaule, j'ai ramassé mon corps. Repoussant la douleur grâce à une poussée de volonté pure et intacte, j'ai bondi. Mes doigts ont gratté le lino rugueux, glissant à travers le bourbon collant, esquivant les éclats de verre tranchant. Je n'ai même pas senti les coupures sur ma peau. Mon être tout entier était focalisé sur une seule cible. Ma main s'est refermée sur le téléphone. Le métal froid et lisse fut une réalité choquante, solide au creux de ma paume. J'ai serré le poing autour de l'appareil, les jointures blanchies. Ce n'était plus seulement un téléphone. C'était la boîte noire de sa vie détruite. C'était une preuve. C'était mon unique arme. Je l'ai enfouie profondément dans la poche cargo de mon pantalon d'uniforme. J'ai utilisé mon bras valide pour me redresser. L'adrénaline, froide et puissante, a déferlé en moi, faisant taire la douleur, aiguisant mes sens. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas hésité. Je me suis remise sur mes pieds, et je me suis élancé vers la porte de derrière. Je pouvais entendre le rugissement de fureur de Thomas dans mon dos, le cri d'un homme qui venait de réaliser qu'il s'était fait berner. Le téléphone. Reviens ici, petite. Sa voix a été coupée par le bruit d'un objet lourd s'écrasant sur le sol. Peut-être la table qu'il avait renversée, peut-être une chaise qu'il avait jetée. Ses jurons et ses menaces m'ont poursuivi dans la nuit épaisse et humide de Charleston. La porte moustiquaire a claqué violemment derrière moi, tel un point de ponctuation final et percutant. Je courais désormais, non seulement pour sauver ma vie, mais pour protéger la seule chose qui pourrait me rendre justice. Je n'étais plus une victime recroquevillée sur le sol d'une cuisine. J'étais un soldat, et ceci était ma première mission, la plus importante de toutes. L'air humide de Charleston était lourd et pesant dans mes poumons. Chaque respiration était un combat pendant ma course. L'adrénaline, qui m'avait propulsé hors de cette maison, commençait à s'estomper, remplacée par une douleur lancinante et insistante dans mon épaule. Chaque impact de mes pieds sur le trottoir envoyait une onde de choc secouant tout mon corps. Mais, bien plus puissant que la douleur, il y avait le poids froid et dur du téléphone dans ma poche. Il ressemblait moins à un appareil qu'à un fantôme capturé, un réceptacle contenant tout le poison muet qui avait rempli notre foyer au cours des 11 dernières années. Thomas était entré dans nos vies quand j'avais 8 ans. Il est arrivé avec deux choses, un sourire figé, trop large, qui n'atteignait jamais ses yeux, et un vieux téléphone à clapet qui semblait coller en permanence à son oreille. Au début, le sourire était pour ma mère, une imitation bon marché du charme. Pour moi, c'était surtout de l'indifférence. Mais avec le temps, le sourire a complètement disparu, et seul le téléphone est resté. C'était son monde privé, un portail vers un lieu de secret, de rage latente, et d'affaires louches que je n'ai jamais comprises. J'ai rapidement assimilé les règles de ce monde. Quand Thomas était au téléphone, tu n'existais pas. Tu devenais invisible, silencieuse. Tu apprenais à marcher sur des œufs, à retenir ton souffle,
à prier pour ne rien faire qui puisse détourner son attention du petit écran, et de la voix désincarnée à l'autre bout de la ligne. J'ai appris cela à mes dépens, à l'âge de 9 ans. Je portais un verre de lait vers la table du dîner, vêtu de mon t-shirt jaune vif préféré, orné d'un tournesol de dessins animés, qui me mettait de bonne humeur. Il était en plein milieu d'un appel tendu et chuchoté, me tournant le dos. Mon pied s'est pris dans le bord du tapis usé, et le verre a glissé de mes mains, se brisant sur le sol dans une éclaboussure blanche. Il n'a pas crié. Il ne m'a pas frappé. Ce qu'il a fait fut bien pire. Il a mis fin à son appel, s'est retourné avec un calme troublant, et a regardé le gâchis. Puis, il m'a regardé. « Enlève ton t-shirt », a-t-il dit, d'une voix neutre. Il m'a forcé à l'enlever. Puis, il m'a obligé à me mettre à quatre pattes, pour éponger le lait collant écaillé avec ce t-shirt jaune. Il a regardé, silencieux et impassible, pendant que je frottais jusqu'à ce que le tissu soit déchiqueté, et que le tournesol ne soit plus qu'une tache grise méconnaissable. Il m'a forcé à détruire quelque chose que j'aimais, en guise de punition pour une simple maladresse, juste pour prouver qu'il en avait le pouvoir. Il ne voulait pas seulement contrôler mes actes, il voulait posséder ma joie, éteindre la moindre étincelle qu'il voyait en moi. Avant, j'avais une voix. Ma professeure de musique à l'école primaire, Madame Gable, disait que j'avais l'oreille absolue. Elle m'a encouragé à passer une audition pour la chorale des jeunes de Charleston, un groupe prestigieux qui se produisait pendant les fêtes. Pendant des semaines, je me suis entraîné. Je chantais dans ma chambre, sous la douche, en rentrant de l'école. C'était la première chose qui m'avait jamais semblé vraiment à moi. Le jour de l'audition, un samedi matin ensoleillé, je me suis réveillé vibrante d'une excitation nerveuse. Mais quand j'ai voulu quitter ma chambre, la porte a refusé de s'ouvrir. Elle était verrouillée de l'extérieur. Thomas a prétendu qu'il avait égaré la clé. Juste une erreur idiote, a-t-il dit à travers la porte, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. J'ai entendu la porte d'entrée se fermer, le moteur de son pick-up gronder, et s'éloigner avec ma mère à ses côtés. J'ai martelé la porte, hurlant jusqu'à m'en érailler la voix, jusqu'à ce que ma gorge me brûle et que mes jointures soient couvertes d'échymose. Ils sont rentrés des heures plus tard, de retour d'une course urgente. Il a déverrouillé la porte avec désinvolture, faisant balancer la clé au bout de son doigt. « Oh, la voilà !» a-t-il lancé, les yeux vides de toute émotion. « J'imagine que tu as raté ton petit truc de chant, hein ?» Je n'ai plus jamais chanté après cela, du moins, pas là où il pouvait m'entendre. Et ma mère. Ma mère était la maîtresse du silence. Son mutisme était une couverture épaisse et étouffante, dont elle enveloppait notre maison. Elle restait silencieuse quand Thomas jetait mon assiette contre le mur, s'il décidait que mon dîner était trop salé. Elle restait silencieuse quand il a trouvé mon journal intime, lu mes pensées les plus privées à voix haute à ses compagnons de beuverie, et ri de mes béguins d'enfant. Son silence n'était pas un bouclier pour me protéger, c'était un mur pour le protéger, lui. J'avais 13 ans quand j'ai enfin trouvé le courage de l'affronter. Nous étions seuls dans la cuisine, l'air était calme et lourd. « Maman » ai chuchoté, la voix tremblante. « Pourquoi le laisses-tu me faire ça ?» Elle a refusé de me regarder. Elle a continué à fixer les azalées mourantes dans notre jardin, par la fenêtre. « Il a ses propres démons, Louise » a-t-elle répondu, d'une voix fine comme un fil. « On ne réveille pas un ours qui dort. » À ce moment-là, j'ai compris. Ma mère n'avait pas seulement peur de l'ours. Elle en était devenue la gardienne, et j'étais celle qui vivait à l'intérieur de la cage. La goutte d'eau n'a pas été un événement isolé, mais une érosion lente et épuisante de mon âme, qui a culminé quand j'ai eu 16 ans. Thomas a trouvé la fiche de recrutement de l'armée, que je gardais cachée sous mon matelas. Pour lui, ce n'était pas le rêve d'une vie meilleure, c'était un acte de trahison. Il a vu cela comme la planification d'une évasion, un abandon de la cellule familiale sur laquelle il régnait d'une main de fer. Il est entré dans une rage terrifiante, même pour lui. Il a arraché la fiche du soldat souriant de mes mains, la déchirant en 1000 morceaux, crachant que j'essayais de trahir la famille. Dans sa fureur, il m'a violemment poussé. Mon corps a heurté le placo, et l'impact de ma tête a laissé une fissure en toile d'araignée dans le plâtre, juste à la hauteur de mes yeux. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, les élancements dans ma tête se sont calmés. Mais je ne pouvais pas arrêter de fixer cette fissure. C'était une ligne sombre et irrégulière sur la peinture jaune pâle, comme un éclair figé. La maison était redevenue silencieuse. L'ours dormait. Mais je n'avais plus peur.
En regardant cette faille, je ne voyais pas des dégâts. J'y voyais une prophétie. Cette ligne fine et fracturée n'était pas seulement dans le mur. Elle traversait notre famille. Elle fissurait l'esprit de ma mère. Elle était en moi. Cette maison, cette vie, tout était fondamentalement brisé. Si vous avez déjà eu un rêve, grand ou petit, que quelqu'un a essayé de vous voler, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Et dans les commentaires, tapez simplement le mot rêveur pour que les autres sachent qu'ils ne sont pas seuls. J'ai su à ce moment-là, avec une certitude ancrée au plus profond de mes os, que je devais partir. Pas seulement m'enfuir, mais m'évader. La fissure sur le mur n'était pas une fin. C'était une carte. Elle m'indiquait la seule issue qu'il me restait. Cette carte, tracée sur le mur de ma chambre, m'a mené tout droit dans la fournaise. Fort Jackson, en Caroline du Sud, au cœur de l'été, ressemblait moins à une base militaire qu'à un gigantesque four rempli de sable. Il était conçu pour vous faire fondre, pour réduire chaque recrue à ses composants les plus faibles, et voir ce qu'il en restait. La personne qui y est arrivée n'était qu'un fantôme, une fille qui avait passé sa vie à perfectionner l'art d'être invisible. Les premières semaines ne furent qu'un flou de réveil avant l'aube, d'interminables séries de pompes dans une humidité étouffante, et de marches commandées avec équipement, sous un soleil qui pesait comme un poids physique sur mes épaules. Je faisais ce qu'on me disait. Je suivais les ordres avec la même obéissance mécanique et engourdie dont j'avais usé pour survivre à la tyrannie de Thomas. Je baissais la tête, je me fondais dans la masse, et je priais pour que personne ne remarque la peur profonde et tenace qui me rongeait, cette voix qui me murmurait que je n'étais pas à la hauteur, que j'étais aussi faible qu'il l'avait toujours affirmé. Je ne me battais pas. Je ne faisais qu'exister, sur un champ de bataille différent. Puis est apparu le sergent instructeur Davis. C'était un homme petit et nerveux, taillé dans le granit et la fureur, avec des yeux qui ne se contentaient pas de vous regarder, il passait votre âme au rayon X, pour y trouver la moindre chose que vous tentiez de cacher. Un après-midi, après une séance particulièrement éreintante sur le parcours du combattant, où j'avais hésité au sommet du haut mur, il m'a pris à part, à l'écart du reste de la section. Sa voix n'était pas un hurlement, ce qui était, d'une certaine manière, encore plus terrifiant. C'était un râle grave et rocailleux. « Rogers » a-t-il dit, son regard implacable. « Je vous observe. Vous faites tout ce qu'on vous dit. Vos bottes sont cirées. Votre lit est au carré. Mais vous êtes vide. Vous existez, vous ne vous battez pas. L'armée n'a pas besoin de robots, Rogers. Nous avons besoin de guerriers capables de penser. » Je me tenais là, le cœur battant à tout rompre, m'attendant à être puni pour un échec inconnu. Au lieu de cela, il a plongé la main dans la poche cargo de son treillis, et en a sorti un livre de poche élimé. La couverture était pliée, les pages cornées. C'était Extreme Ownership de Jocko Willink. Il l'a poussé dans mes mains. « Lisez ça » a-t-il ordonné. Puis, il s'est penché un peu plus près, sa voix baissant encore d'un ton. « J'ai lu votre dossier. Je sais d'où vous venez. Votre mère vous a dit de ne pas réveiller l'ours qui dort. C'est la philosophie d'un prisonnier, Rogers, d'une victime. Ici, a-t-il ajouté en tapotant son doigt sur ma poitrine, nous vous apprenons à devenir l'ours. Cette nuit-là, sous la faible lueur de ma lampe de poche, bien après l'extinction des feux, j'ai lu ce livre. Et ce n'était pas du tout comme de la lecture. C'était comme une explosion contrôlée, qui se déclenchait dans ma tête. L'idée centrale était simple, mais révolutionnaire pour moi, prendre la responsabilité absolue de tout ce qui compose votre monde. Pas seulement de vos actes, mais de vos réactions, de votre état d'esprit, de votre avenir. Il ne s'agissait pas de rejeter la faute de mon passé sur Thomas, il s'agissait de prendre la responsabilité de ma propre évasion. Les mots de ma mère m'avaient appris à me faire toute petite, à apaiser les choses, à survivre en m'effaçant. Ce livre, combiné à l'intensité silencieuse du sergent instructeur Davis, m'apprenait à grandir, à affronter, à gagner en étant forte. Quelque chose a basculé en moi. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 4 heures, soit 30 bonnes minutes avant le réveil officiel. Je suis parti courir dans l'obscurité précédant l'aube, poussant mes limites jusqu'à ce que mes poumons me brûlent. Non pas parce qu'on me l'avait ordonné, mais parce que je le voulais. J'ai commencé à faire des séries supplémentaires dans la salle de musculation. Pas pour plaire à Davis, mais pour moi. La discipline a cessé de ressembler à une punition, pour devenir un outil. Chaque goutte de sueur, chaque muscle douloureux,
c'était moi forgeant une nouvelle version de moi-même. Je prenais le contrôle des seules choses que Thomas n'avait jamais pu atteindre, mon corps et ma volonté. Pour la première fois de toute ma vie, sous les règles étouffantes et la structure rigide de l'armée américaine, je me suis senti totalement, absolument libre. Notre entraînement a commencé à pivoter, passant du domaine purement physique au domaine tactique. Nous avons appris la navigation terrestre, la lecture de cartes topographiques, l'analyse du terrain. On nous a appris à identifier les points forts de l'ennemi, les positions défendables, et surtout, les vulnérabilités. Et, assise dans ces salles de classe stériles, une chose étrange a commencé à se produire. J'ai commencé à superposer les cartes des terrains d'entraînement de Fort Jackson sur le plan de mon propre passé. J'ai commencé à analyser Thomas. Il n'était pas un monstre mythique et invincible. C'était un adversaire. Et chaque adversaire a ses faiblesses. Ses atouts étaient évidents, la force brute, la manipulation psychologique, et le silence complice de ma mère. Mais ses faiblesses étaient tout aussi claires, si on le regardait avec un œil froid et tactique. Il était alcoolique, ce qui signifiait que son jugement était altéré. Il était endetté, ce qui le rendait désespéré et prévisible. Sa plus grande faiblesse, par-dessus tout, était son arrogance démesurée, cette conviction qu'il était plus intelligent et plus fort que tout le monde, et particulièrement moi. Et, au centre de cette toile de faiblesse, se trouvait son téléphone, ce bijou de technologie mystérieux et si jalousement gardé. C'était son centre de commandement et de contrôle. Sa ligne d'approvisionnement. C'était, réalisez-je avec une clarté soudaine et glaçante, la cible la plus précieuse. Pour vaincre une brute, on ne l'affronte pas de face avec la force. On l'étudie. On utilise son propre poids contre lui. On n'attaque pas l'ours, on attaque sa tanière pendant qu'il dort. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place sur le stand de tir. La première fois que j'ai tenu une carabine M4, je m'attendais à ce qu'elle me paraisse étrangère, pesante. Ce ne fut pas le cas. Elle semblait équilibrée, une solide pièce d'acier et de polymère qui répondait à la moindre de mes impulsions. Toutes ces années passées à retenir mon souffle, à m'immobiliser parfaitement pour éviter d'attirer l'attention de Thomas, m'avaient offert un don involontaire, un contrôle total sur l'immobilité de mon propre corps. Quand j'ai regardé dans le viseur, tout le monde chaotique du stand de tir, les claquements en écho des autres fusils, les instructeurs qui hurlaient, l'odeur de la poudre à canon, tout s'est simplement évaporé. Il n'y avait plus que moi, ma respiration, et la silhouette noire de la cible à 25 mètres. Inspirez. Relâchez à moitié. Pressez la détente. Le fusil a reculé contre mon épaule, administrant un coup solide et rassurant. Un petit trou est apparu en plein centre de la cible. Je l'ai refait, encore et encore. Chaque tir qui atteignait le 1000 était bien plus qu'une simple marque de réussite. C'était une déclaration, je suis aux commandes. C'était un impact tangible sur le monde, je ne suis pas invisible. C'était le son de ma propre puissance, je ne suis pas faible. J'ai obtenu mon diplôme de fin de formation de base avec l'insigne de tireur d'élite épinglé sur la poitrine, une petite médaille d'argent qui comptait plus pour moi que n'importe quel trophée. Mais ce que j'avais véritablement gagné, dans cette fournaise, était d'une valeur inestimable. C'était l'assurance inébranlable que, le moment venu, mes mains ne trembleraient pas, et que, lorsque je tirerais, je ne raterais pas ma cible. J'avais été brisée. J'avais été reconstruite. J'avais été formée. J'avais appris à devenir l'ours. Mais, alors que je préparais mon sac pour ma première permission à la maison, une question glaciale s'est glissée dans mon esprit. Étais-je assez forte pour affronter l'autre ours, dans sa propre tanière? J'ai couru jusqu'à ce que mes poumons hurlent, devenant comme deux sacs de feu déchirés dans ma poitrine. L'énergie frénétique de la fuite s'était consumée, laissant derrière elle un épuisement profond, à glacer les sangs. Et la douleur de mon épaule, qui d'un tisonnier brûlant s'était muée en un millier de minuscules éclats de verre à chaque pas, me rappelait à la réalité. Je ne pouvais pas aller à l'hôpital le plus proche, car ce serait le premier endroit où Thomas chercherait. Au lieu de cela, mes pieds, guidés par un vieil instinct profondément enfoui, m'ont porté vers l'eau, vers la vaste étendue ouverte du parc riverain de la rivière Ashley. Je me souvenais être venu ici, petite fille, avec ma grand-mère, bien avant l'arrivée de Thomas, pour regarder les voiliers et sentir la brise marine. C'était censé être un havre de paix. Ce soir, ce n'était qu'un sanctuaire d'ombre. Je me suis effondré sur un banc en fer forgé glacé, sous les bras tentaculaires d'un vieux chêne vert, ses branches drapées de la fantomatique mousse espagnole.
Le monde tournait autour de moi. Mon t-shirt d'uniforme était trempé, la tache sombre et poisseuse sur mon épaule devenait glaciale au contact de l'air nocturne. Une vague de vertige m'a submergé, suivie par une solitude écrasante et abyssale. J'étais là, au cœur de ma propre ville, entouré de l'odeur familière des marais salants et de la boue. Pourtant, je ne m'étais jamais senti aussi invisible, aussi totalement seul. L'entraînement, la force, l'ours que j'étais censé être. Tout cela ressemblait à un mensonge. Je n'étais qu'une fille effrayée de 19 ans, qui se vidait de son sang sur un banc de parc, dans l'obscurité. C'est alors que je l'ai vu. Il se trouvait un peu plus loin sur le sentier, un homme plus âgé, pourvu d'une épaisse chevelure blanche, debout près de la balustrade, regardant les eaux sombres et agitées. Il portait une chemise boutonnée soigneusement repassée et un pantalon kaki, une tenue bien trop soignée pour une promenade nocturne. Mon entraînement a pris le relais automatiquement, évalué la situation, identifié les menaces potentielles. Je l'ai scanné de la tête aux pieds. Sa posture était droite, d'une rectitude militaire. Mais il y avait une certaine lassitude dans sa façon de se tenir, une immobilité qui parlait non pas de paix, mais d'un lourd fardeau. Il n'avait pas l'air d'une menace. Il avait l'air triste. Il se dégageait de lui une solitude tranquille, qui faisait écho à la mienne. Et pendant un instant, j'ai ressenti une étrange et fugace parenté avec ce parfait inconnu. Il semblait perdu dans son propre monde, totalement inconscient de ma présence. J'ai essayé de déplacer mon poids sur le banc, pour trouver une position qui n'enverrait pas de décharges électriques dans mon épaule, et un petit halètement de douleur involontaire a franchi mes lèvres. C'était à peine un murmure, mais dans le silence du parc, cela a résonné aussi fort qu'un coup de feu. La tête de l'homme a tourné, son regard a balayé le parc, puis il s'est posé sur moi. Pendant une longue seconde, il a simplement regardé. Ses yeux ont absorbé mon état ébouriffé, ma chemise déchirée, et enfin, la tache sombre de sang. Je me suis préparé aux réactions habituelles, la peur, le dégoût. Peut-être allait-il simplement faire demi-tour et s'éloigner rapidement. Mais son visage n'a rien exprimé de tout cela. Au contraire, son expression s'est adoucie en une inquiétude pure et absolue. Il a commencé à marcher vers moi, ses pas étant mesurés et calmes. Mon corps s'est tendu. Chaque instinct, aiguisé par des années passées avec Thomas et perfectionné à Fort Jackson, hurlait au danger. Je me suis reculé contre le dossier du banc, ma main valide cherchant instinctivement la poche qui contenait le téléphone de Thomas. Il a immédiatement remarqué ma réaction. Il s'est arrêté à environ 3 mètres de distance, levant les deux mains, paumes ouvertes, dans le geste universel de paix. C'était un mouvement désarmant, accompli avec maîtrise. Puis, il a fait quelque chose que je n'attendais pas. Il a pointé son oreille du doigt, et a lentement secoué la tête. Il était sourd. La lueur d'espoir qui s'était allumée en moi, quand j'avais vu la bonté dans ses yeux, s'est instantanément éteinte. De toutes les personnes dans cette ville, la seule qui s'arrête est quelqu'un à qui je ne peux même pas parler. L'ironie amère et absolue de la situation suffisait presque à me faire rire, ou peut-être pleurer. J'avais été prisonnière d'un monde de silence, et maintenant, mon seul sauveur potentiel l'était aussi. Mais alors, un souvenir a émergé des profondeurs de mon enfance. Ma cousine Sarah, née sourde. Ma tante m'avait appris quelques signes de base quand nous étions enfants, pour que nous puissions jouer ensemble. C'était une langue des signes maladroite, enfantine, et oubliée depuis longtemps. Mais peut-être. Peut-être que ce serait suffisant. Mes mains tremblaient, en partie à cause du choc, en partie à cause du froid qui s'insinuait dans mes os. J'ai levé ma main valide, lentement, maladroitement. J'ai tapoté ma poitrine, puis j'ai fait un geste imitant le battement des ailes d'un oiseau, le signe pour blesser. Ensuite, je me suis pointé du doigt à nouveau, j'ai joint le bout de mes doigts, et je les ai dirigés vers l'avant, le signe pour besoin. Et enfin, j'ai tendu la main, paume vers le haut, aide. Blessé. Besoin. Aide. Les yeux de l'homme, qui étaient emplis d'une patiente inquiétude, se sont alors écarquillés de surprise. Une lueur de reconnaissance a traversé son visage, puis son expression s'est muée en une détermination résolue. Il m'a répondu en signe, ses mains bougeant avec une grâce fluide et confiante, qui faisait ressembler mes propres tentatives à des gribouillages d'enfants. Il a pointé son œil, puis sa poitrine, puis a formé la lettre A avec sa main, en décrivant un cercle au-dessus de son cœur. Je comprends. Il a tendu les mains, paumes vers le bas, et les a bougées dans un geste apaisant. Reste immobile.
n'aie pas peur. Je vais t'aider. En observant ses mains, un sanglot dont j'ignorais la présence s'est coincé dans ma gorge. Dans ma tentative de faire un signe, mon corps a bougé, et le téléphone de Thomas a glissé de mes genoux, tombant sur le sol dans un cliquetis. Nous avons tous les deux baissé les yeux vers lui. Avant que je ne puisse faire un geste, il s'est avancé, s'est penché, et l'a ramassé. Pendant une seconde terrifiante, j'ai cru qu'il allait regarder l'écran, poser des questions, mais il ne l'a pas fait. Il l'a tenu pendant un instant. Puis, avec un regard d'un profond respect, il l'a simplement replacé avec douceur dans ma main tremblante, refermant mes doigts dessus. C'était un geste qui disait, « Ceci est à toi. » C'est important. Il est en sécurité. Il a sorti son propre téléphone, a rapidement tapé un message, et m'a montré l'écran. Les lettres, lumineuses et nettes, brillaient dans l'obscurité. Taxi pour l'hôpital Repère. Ok. J'ai simplement hoché la tête, incapable de faire quoi que ce soit d'autre. Lorsque les phares du taxi ont percé l'obscurité du parc quelques minutes plus tard, il m'a aidé à me relever. Il a soigneusement pris mon bras valide, soutenant mon poids pendant que nous marchions vers le trottoir. Sa main était rugueuse et calleuse, la main d'un homme qui avait connu une vie entière de travail ou de service. Mais elle était aussi incroyablement chaude. Et tandis que cette chaleur filtrait à travers ma fine manche, ce fut le premier instant de véritable sécurité, inconditionnelle, que je ressentais de toute cette nuit cauchemardesque. C'était la hante d'un étranger, mais elle ressemblait davantage à une bouée de sauvetage. Les urgences de l'hôpital Repère étaient à des années-lumière de l'obscurité moite du parc. C'était une bulle de réalité stérile et ordonnée. Des lumières vives, l'odeur propre des antiseptiques, et le bip silencieux et rythmé d'un moniteur cardiaque quelque part dans le couloir. Pour la première fois depuis des heures, je pouvais enfin respirer. Une infirmière, aux yeux doux et aux mains expertes, avait nettoyé et suturé ma blessure. La balle avait traversé les tissus mous de part en part, m'avait-elle dit. Un tir chanceux. Cela n'y ressemblait pourtant pas, mais, allongé sur le brancard, bordé dans une couverture chaude, un profond sentiment de soulagement m'a envahi. C'était la sensation du soldat qui atteint enfin une position fortifiée, après avoir été cloué au sol par des tirs ennemis. Pour un instant, juste pour un instant, j'étais en sécurité. L'homme qui m'avait amené ici, l'inconnu du parc, avait patienté dans le couloir. Lorsque le personnel de l'hôpital a demandé des informations, il a simplement présenté sa carte d'identité et une carte d'assurance, gérant le tout avec une autorité tranquille qui forçait le respect. Il s'était présenté à l'aide d'un petit carnet relié en cuir qu'il portait sur lui, écrivant d'une écriture soignée et décisive, « Je m'appelle Robert ». Il était maintenant assis sur une chaise à côté de mon lit, ce même carnet reposant sur son genou, une présence silencieuse et stable au milieu du chaos de ma vie. La douleur physique dans mon épaule s'était atténuée en une palpitation tenace. Mais c'était le silence, l'absence totale de menace, qui semblait le plus curateur. Puis, je me suis souvenu du poids dans la poche cargo de mon pantalon, la raison pour laquelle je fuyais. J'ai tendu la main et j'ai sorti le téléphone de Thomas. Il me paraissait froid et lourd dans la main. Un tombeau numérique renfermant une décennie de secrets. Je l'ai levé pour le montrer à Robert. Il a simplement hoché la tête, son expression indéchiffrable, mais patiente. Il était un gardien, pas un interrogateur. L'écran de verrouillage m'a fixé, exigeant un mot de passe. Mon cœur s'est mis à tambouriner contre mes côtes. J'ai fait appel à mes souvenirs, fouillant des années d'observation subie, à la recherche d'un de ces moments d'inattention. Et un souvenir a refait surface. Thomas, ivre de whisky bon marché, farfouillant sur son téléphone un soir, et se vantant auprès d'un ami de la seule chose qu'il n'avait jamais oubliée, son fils aîné. Un garçon issu d'un mariage bien antérieur à celui avec ma mère, mort d'une leucémie à l'âge de 6 ans. Mes doigts tremblaient pendant que je tapais les 6 chiffres. Une date de naissance, 08-14-98. Le téléphone n'a pas vibré. Il n'a émis aucun son. Il s'est simplement déverrouillé avec un petit clic satisfaisant. Et, juste comme ça, j'avais ouvert la boîte noire du diable. Ce que j'ai trouvé à l'intérieur était pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Au début, c'était ce à quoi je m'attendais, une longue liste de SMS échangés avec des bookmakers, leur langage étant un mélange de menaces amicales et de promesses désespérées, des messages à des usuriers avec des taux d'intérêt de plus en plus exorbitants. C'était la carte de sa ruine financière. Mais, en faisant défiler l'écran vers le bas, la noirceur a commencé à suinter.
J'ai trouvé un échange de SMS avec l'un de ses compagnons de beuverie, datant de quelques semaines. L'ami avait demandé, « As-tu réglé le problème de cette belle fille têtue ?» Mon sang s'est glacé. J'ai regardé les 3 petits points apparaître, pendant le chargement de la réponse de Thomas. Presque. Il va falloir que ça paye pour sa propre existence d'ici peu. Ça. Il m'avait appelé, ça. Pas une personne, pas même un problème, mais un objet, une dépense à régler. Une vague de nausées m'a submergé. Je me suis forcé à continuer. Il y avait un dossier caché dans sa galerie de photos, dissimulé et protégé par le même mot de passe. Je l'ai ouvert. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Des dizaines de photos. Des photographies du testament de mes grands-parents, avec des zooms sur les sections détaillant ce qu'ils m'avaient laissé. Des photos de relevés bancaires que j'avais laissés par erreur sur le comptoir de la cuisine. Et puis, des photos de moi en train de dormir, inconsciente, vulnérable. Il avait documenté ma vie, non pas en tant que père, mais comme un espion recueillant des renseignements sur une cible ennemie. Le pire, cependant, c'était les vidéos. Ce n'était pas seulement une collection de fichiers. C'était le tableau de chasse d'un prédateur. Il avait secrètement enregistré ses disputes avec ma mère, positionnant le téléphone pour capturer ses pleurs, ses supplications. Il s'était filmé lui-même, dans des accès de rage éthylique, brisant des assiettes contre le mur, la voix transformée en un hurlement guttural. Il avait filmé les conséquences de ses actes, déplaçant lentement la caméra sur les débris avec une sorte de fierté maladive. Il n'avait pas enregistré ses preuves contre lui-même pour les cacher. Il les avait enregistrées pour les revivre, pour les savourer. Ce n'était pas l'œuvre d'un homme qui a simplement mauvais caractère. C'était la cruauté calculée d'un monstre qui prenait plaisir à sa propre monstruosité. Au moment où je m'apprêtais à montrer tout cela à Robert, son propre téléphone a vibré sur la petite table près de moi. Il l'a pris, les sourcils froncés en lisant l'écran. Il m'a regardé, puis a regardé à nouveau son téléphone, son expression se durcissant soudain. Il a incliné l'écran pour que je puisse voir. C'était un message d'un ami, contenant un lien vers un blog d'actualité locale de Charleston. Et, au-dessus du lien, un titre qui m'a coupé le souffle, une jeune militaire en permission agresse son beau-père à la suite d'un différend financier. Mon monde a basculé sur son axe. Il l'avait fait. Le monstre avait déjà déclenché la guerre. Thomas avait appelé la police, et leur avait servi une histoire parfaitement montée de toutes pièces. Une histoire où j'étais l'agresseur. Une histoire où ma formation militaire, ma plus grande source de fierté, était détournée pour devenir une arme contre moi. L'article mentionnait que j'étais visé par une enquête pour agression, citant une source anonyme qui suggérait que je souffrais de stress post-traumatique lié au combat. C'était un mensonge si venimeux, d'une cruauté si brillante, qu'il m'a presque paralysé. Il essayait de détruire ma carrière, mon honneur, mon identité même, avant même que je puisse riposter. L'article concluait en précisant que ma mère, Linda Rogers, avait fait une déclaration floue et bouleversée, ne confirmant ni n'infirmant les faits. Il l'avait neutralisée par la peur. La bataille n'était plus cantonnée à cette cuisine. Elle était partout. Et Thomas était déjà en train de la gagner. J'ai regardé Robert, les yeux écarquillés par la panique. Il a vu la terreur sur mon visage. Il a compris l'échec et mat du monstre avant même qu'il ne se produise. Son calme apparent s'est évanoui, remplacé par une fureur froide et concentrée, bien plus intense que n'importe quelle crise de rage de Thomas, ivre. Il a pris son carnet, est allé à une page vierge, et a écrit 4 mots avec son écriture propre et décisive. Il les a soulignés 2 fois. Puis, il a poussé le carnet vers moi, maintenant, nous nous battons. Ces mots sur la page semblaient brûler d'une intensité chauffée à blanc, une déclaration si puissante qu'elle a fait taire le tambourinement frénétique de la panique dans ma tête. Maintenant, nous nous battons. J'ai levé les yeux du carnet pour croiser le regard de Robert. L'inquiétude douce et silencieuse que j'avais vue dans le parc avait disparu. À sa place, il y avait quelque chose de très ancien et de redoutable. Un feu dur et froid, forgé dans des épreuves que je ne pouvais qu'imaginer. C'était le regard d'un commandant évaluant un champ de bataille, calculant les probabilités, et se préparant à déclencher une force de frappe écrasante. La peur qui me tordait l'estomac depuis 1 heure ne s'est pas évanouie, mais, pour la première fois, elle était accompagnée d'autre chose, une lueur d'espoir. Le sentiment que je n'étais plus un soldat isolé, piégé derrière les lignes ennemies. Robert m'a fixé, d'un regard long et soutenu,
qui semblait transpercer la jeune fille terrifiée de 19 ans pour voir le soldat qui se cachait dessous. Il a repris son carnet et a écrit de nouveau, son écriture restant parfaitement soignée malgré l'urgence de la situation. Les preuves sur ce téléphone sont nos munitions, mais ces mensonges sont le terrain de jeu. Il essaie d'empoisonner le puits, de vous discréditer avec votre propre uniforme avant même que vous ne puissiez prendre la parole. Il a marqué une pause, son stylo survolant la page. Ils utiliseront l'armée contre vous si nous les laissons faire. Mes yeux se sont remplis de larmes. J'ai pensé à mes sergents instructeurs, à l'uniforme que j'avais tant travaillé à mériter, à la fierté que je ressentais en le portant. L'idée qu'il puisse être utilisé comme une arme pour me détruire était une trahison presque aussi profonde que celle de Thomas. J'ai pris le stylo qu'il m'offrait d'une main tremblante. Mon écriture était un gribouillis en dents de scie comparé à la sienne. Je ne sais pas quoi faire, ai-je écrit. Il a lu mes mots, et son expression s'est adoucie l'espace d'un instant. Il a tendu la main et l'a posée fermement sur mon épaule valide, un geste de réconfort tout simple, qui m'a ancré dans ce chaos vertigineux. Puis, il a pris le carnet une dernière fois, et a rédigé une dernière phrase avant que le monde ne change. Vous n'avez pas besoin de savoir. Vous devez juste tenir votre position. C'est à mon tour de jouer. Sur ce, il a glissé la main dans la poche arrière de son pantalon kaki et a sorti un vieux portefeuille en cuir. J'ai cru qu'il allait prendre de l'argent, peut-être pour un café au distributeur. Il n'en a rien fait. Ignorant les billets et les cartes, il a cherché la fenêtre en plastique transparent. Il a soigneusement sorti une seule carte plastifiée, et l'a posée sur la couverture d'hôpital blanche et impeccable, juste devant moi. C'était une carte d'identité militaire. Mon souffle s'est bloqué. Je me suis penché en avant, mes yeux luttant pour faire la mise au point sur le texte, sous le sceau du département de l'armée. Et là, je l'ai vu. Le nom imprimé en grosses lettres capitales officielles, Callahan, Robert J. Et juste en dessous, le grade qui a fait s'arrêter mon cœur, lieutenant général. Sous le grade, 3 étoiles argentées étaient gravées sur la carte, brillant comme de lointaines et puissantes constellations sous les néons de l'hôpital. Lieutenant général. Un général 3 étoiles. L'homme sourd, doux et silencieux, qui m'avait trouvé en sang sur un banc de parc, n'était pas seulement un vétéran. C'était l'un des officiers en service actif les plus hauts gradés de toute l'armée des États-Unis. J'ai relevé les yeux de la carte vers son visage, mon esprit luttant pour réconcilier les deux réalités. Il a vu le choc et l'incrédulité dans mes yeux. Il m'a offert un petit sourire triste, et a signé avec un mouvement rapide, presque imperceptible, j'étais en permission. Il a fait une pause. Puis, ses mains ont de nouveau bougé. Cette fois, avec une finalité tranchante et implacable, mais ma permission est maintenant terminée. Pendant l'heure qui a suivi, ma petite chambre d'hôpital stérile a été transformée en un véritable centre de commandement. Le général Callahan n'a pas haussé la voix. Il n'en avait pas besoin. Son pouvoir résidait dans l'efficacité silencieuse et redoutable de ses actions. Il a utilisé son téléphone pour envoyer une pluie de SMS, ses pouces se déplaçant à la vitesse de l'habitude. Un message à son aide de camp, un message à l'officier commandant de Fort Jackson, les alertant qu'un soldat de leur base d'entraînement était sous la contrainte. Puis, il a passé un appel en utilisant une application de synthèse vocale, text-to-speech. Je pouvais entendre la voix synthétique, calme et égale, mais les mots qu'elle prononçait avaient le poids d'une frappe d'artillerie. Ici le général Callahan. Passez-moi le juge-avocat général, JAG. Il y a eu une courte pause. Puis, il a repris la parole, et ces mots se sont gravés dans ma mémoire. J'ai un simple soldat sous ma protection, qui a été agressé sur le sol américain. Sa réputation est en train d'être assassinée en ce moment même. Je veux une équipe du JAG. Vos meilleurs éléments. Je les veux à Charleston avant l'aube. Est-ce clair? Il a écouté, puis a raccroché. Pas de cris, pas de menaces, juste un ordre clair et concis qui a envoyé une onde de choc à travers toute la chaîne de commandement. La gigantesque machine bureaucratique de l'armée américaine, une machine que je savais lente et lourde, s'est mise en branle avec une rapidité et une précision terrifiantes. Tout ça pour une simple soldat de première classe. Tout ça pour moi. Le lendemain matin, je me suis réveillé après la première vraie nuit de sommeil réparateur que j'avais eue depuis des années. Et la première chose que j'ai vue en expliquait la raison. Debout, silencieuse devant la porte de ma chambre d'hôpital, se tenaient 2 silhouettes. C'étaient des policiers militaires, vêtus de leur uniforme de service de l'armée.
Leur présence était une déclaration muette et inébranlable. Ils n'étaient pas là pour enquêter sur moi. Ils étaient là pour me protéger. Ils formaient un bouclier humain, la représentation physique de la promesse du général. C'est alors que je l'ai vu. Thomas est apparu à l'autre bout du couloir. Il tenait un bouquet bon marché d'œillets de station-service, arborant un air d'inquiétude gras et fin. Il était venu jouer le rôle du beau-père inquiet pour la galerie des infirmières et du personnel. Il a commencé à marcher vers ma chambre, mais il s'est figé en voyant les 2 PM. Son assurance narquoise s'est évaporée, remplacée par un éclair de confusion, puis d'alarme. Il a essayé de forcer le passage, sa voix dégoulinant d'une fausse sollicitude, « Je suis venu voir ma fille, Louise. » L'un des PM, un sergent à la mâchoire si carrée qu'elle semblait taillée dans le granit, n'a même pas scié. Il a simplement levé la main, un geste à la fois poli et constituant une barrière absolue et infranchissable. « Monsieur, vous êtes dans une zone restreinte. » Thomas a bafouillé. « Restreinte ? De quoi parlez-vous ? Je suis sa famille. » L'expression du PM est restée parfaitement neutre, sa voix plate et dénuée de toute émotion, le soldat Rogers n'accepte aucune visite pour le moment. Vous devez partir, monsieur. Si on vous a déjà fait vous sentir petit, et que vous avez espéré qu'un ange gardien intervienne, cliquez sur le bouton j'aime et dites-moi dans les commentaires quel mot vous utiliseriez pour décrire le général Callahan. Pour la première fois de toute ma vie, j'ai vu Thomas Walker ressembler exactement à ce qu'il était, petit, impuissant et effrayé. On avait réveillé l'ours, et maintenant, c'était l'aigle qui lui répondait. Les 2 jours qui ont suivi ont été comme de vivre dans l'œil calme et concentré d'un ouragan. Le monde extérieur était un chaos tourbillonnant, nourri des mensonges de Thomas. Mais, à l'intérieur de ma chambre d'hôpital sous bonne garde et de la salle d'attente adjacente, un autre type de tempête se préparait, une tempête de stratégie, de précision, et de faits concrets et irréfutables. L'équipe du JAG promise par le général Callahan était arrivée avant l'aube. Et ils n'étaient pas seulement des avocats, c'étaient des soldats armés de porte-documents et de textes de loi. À leur tête se trouvait le major Isabella Rossi. C'était une femme menue, aux traits anguleux, et aux yeux sombres et intelligents à qui rien n'échappait. Son équipe la surnommait « le marteau », et, moins d'1 heure après l'avoir rencontrée, j'ai compris pourquoi. Elle n'a offert ni condoléances ni sympathie. Elle a présenté un plan de bataille. La salle d'attente, avec ses fauteuils à fleurs défraîchis et ses vieux magazines, fut instantanément convertie en salle de crise. Les ordinateurs portables ronronnaient, des documents étaient imprimés, et toute la vie pathétique de Thomas, telle qu'elle était documentée sur son propre téléphone, a été méthodiquement disséquée et étalée sur une table de conférence qu'ils avaient fait apporter. C'était fascinant à observer. Il se déplaçait avec une efficacité silencieuse et implacable, à la fois terrifiante et profondément réconfortante. Il ne se contentait pas de regarder les vidéos et les SMS, il recoupait les informations. Ils ont épluché les relevés bancaires de Thomas, mettant en correspondance ses textos désespérés aux preneurs de paris avec des retraits d'argent réels. Ils ont déterré d'anciens rapports pour tapage que la police de Charleston avait classés des années auparavant, déposés par des voisins excédés par ces hurlements d'ivrogne. Ils construisaient une forteresse de preuves autour de moi, une brique irréfutable après l'autre. Mon témoignage était important, a expliqué le major Rossi, mais ce ne serait pas le pilier de notre dossier. Le pilier, ce seraient les propres mots de Thomas, ses propres actions, sa propre monstruosité enregistrée. Pendant que nous préparions notre dossier dans l'environnement calme et stérile de l'hôpital, Thomas menait sa guerre dans la boue. N'ayant pas accès à moi, il s'était tourné vers le tribunal de l'opinion publique. Nous avons trouvé l'interview qu'il avait accordée à un blogueur local de Charleston, peu connu mais très suivi. J'ai regardé la vidéo sur l'un des ordinateurs portables de l'équipe, l'estomac noué. Il était là, le visage bouffi et rouge, essayant de verser des larmes de crocodile. Il parlait de sa belle-fille à problème, brossant le portrait d'une fille douce que l'armée avait changée, rendue agressive et paranoïaque. Il exhibait de vieilles photos de famille, des sourires forcés lors d'un Noël oublié, un barbecue tendu, les présentant comme la preuve du beau-père dévoué qu'il était. Son histoire était une leçon de manipulation. Elle jouait sur les stéréotypes des civils concernant les vétérans, transformant mon service militaire en un symptôme d'instabilité. Et cela fonctionnait. La section des commentaires sous l'article du blog était un égout à ciel ouvert crachant son venin. Encore un soldat brisé. Elle a sûrement le syndrome de stress post-traumatique et a pété les plombs. Dieu merci, il va bien, ce pauvre homme.
j'ai ressenti une vague brûlante de rage et d'impuissance. Il assassinait ma réputation avec l'honneur même que je m'étais battu si durement pour construire. Il essayait de s'assurer que, le jour où j'entrerais dans un tribunal, le jury me verrait déjà comme le méchant de l'histoire. Mais Thomas savait que l'opinion publique n'était qu'un front parmi d'autres. La vraie bataille reposait sur le maillon le plus faible de ma ligne de défense, ma mère. Pendant que l'équipe du Major Rossi montait son dossier, il a commencé sa campagne de terreur psychologique contre elle. Je ne pouvais que l'imaginer, mais je connaissais ses tactiques par cœur. Il aurait commencé avec sa voix douce et manipulatrice, celle qu'il utilisait quand il voulait quelque chose. Je pouvais presque l'entendre à travers la ligne téléphonique, ses mots suintant une fausse sincérité. « Linda, bébé, nous sommes une famille. Nous devons juste traverser cette épreuve. Tu dois simplement leur dire à quel point la fille était confuse, comment elle a paniqué. Et quand ça ne marcherait pas, les menaces suivraient. Je connaissais les mots avant même qu'ils ne soient prononcés. Tu sais qui paie le loyer de cette maison, Linda? Tu sais qui garde la lumière allumée? Si tu souffles un seul mot contre moi, toi et toute ta foutue famille vous retrouverez à la rue. N'oublie jamais ça. » Ma mère s'est repliée dans la forteresse qu'elle connaissait le mieux, le silence. Elle ne répondait pas à mes appels. Elle ne répondait pas aux appels de l'équipe du Major Rossi. Sa maison, lorsqu'un assistant juridique est passé devant, était plongée dans le noir. Les rideaux étaient tirés. Elle était prisonnière dans sa propre maison, prise entre les feux croisés de sa fille et de son ravisseur. J'ai avoué mes craintes au général Callahan, lui signant, tremblante, que j'avais peur que Thomas ne finisse par la briser. Le général a écouté patiemment, son regard ne quittant pas mes mains. Il n'a pas fait de fausses promesses. Au lieu de cela, il a pris une décision stratégique qui a fait preuve de plus de sagesse que n'importe quel argument juridique. Il n'a pas envoyé un autre avocat. Il n'a pas envoyé la police. Il a passé un coup de téléphone. Et le lendemain après-midi, un visiteur inattendu a frappé à la porte de ma mère. C'était une femme d'une 50aine d'années, au visage bienveillant et à l'attitude douce, vêtue de l'uniforme des aumôniers de l'armée américaine. Elle était également, comme le général me l'avait précisé, une thérapeute agréée, spécialisée dans les traumatismes. Elle n'est pas arrivée avec un attaché-caisse rempli de documents. Elle est arrivée avec une boîte d'infusion à la camomille. Elle n'a posé aucune question à ma mère sur l'affaire. Elle s'est simplement assise avec elle, dans la pénombre du salon, a préparé une théière, et a dit, « Linda, je m'appelle l'aumônier Davis. On m'a demandé de prendre de vos nouvelles. Je suis juste là pour vous écouter. » Ce petit acte de compassion était une arme contre laquelle Thomas n'avait aucune défense. L'aumônier est resté avec ma mère pendant 2 heures. Elles ont parlé du temps qu'il faisait, de jardinage, et d'un cantique que ma mère adorait quand elle était enfant. Et ce n'est qu'à la toute fin, au moment de partir, que l'aumônier a dit doucement, « La Bible nous enseigne le pouvoir de la vérité et l'importance du courage. Mais parfois, Linda, le courage n'est pas un rugissement. Parfois, c'est juste un murmure de vérité, aussi petit soit-il. » La visite n'a pas provoqué de miracle. Ma mère n'a pas soudainement décroché le téléphone pour accepter de témoigner. Mais cela a planté une graine. Ce fut un unique rayon de lumière qui a percé les ténèbres étouffantes de sa peur. Pour la première fois, le mur du silence a commencé à montrer la plus infime des fissures. Ce soir-là, le Major Rossi et moi avons une autre dernière réunion avant l'audience préliminaire. Toutes les preuves étaient classées dans des classeurs, chaque vidéo indexée, chaque SMS surligné. Nous étions prêtes. Nous avons ses finances, son schéma de violence, ses propres mots avouant ses motivations, a déclaré Rossi, la voix calme et confiante. Elle a levé les yeux de ses dossiers et a croisé mon regard, son expression devenant très sérieuse. Nous avons de quoi l'enterrer, soldat. Mais dans un tribunal, les faits ne racontent qu'une partie de l'histoire. Le jury observera une personne plus que quiconque. Elle s'est penchée en avant, sa voix tombant presque à un chuchotement, chaque mot pesant aussi lourd qu'un coup de marteau de juge. Votre mère est la clé, soldat. Elle peut soit ouvrir la porte à la justice, soit la verrouiller à tout jamais. Le jour de l'audience, je ne suis pas simplement entré dans le palais de justice du comté de Charleston. J'y ai défilé au pas. À mes côtés se trouvait le général Callahan. Nous portions tous deux notre uniforme de service militaire complet, la tenue de classe A. Ma veste était parfaitement repassée, les boutons en laiton polis jusqu'à être brillants.
Mes cheveux étaient tirés en un chignon réglementaire et serré. Chaque pli, chaque angle de mon uniforme témoignait de la discipline qui m'avait sauvé la vie. Le général, lui, était un monument d'honneur vivant. Son torse témoignait d'une vie entière de service à la nation, les rangées de rubans racontaient une histoire silencieuse mais puissante. Lorsque nous avons pénétré dans la salle d'audience, un silence de plomb s'est abattu. Le rapport de force était déjà établi, avant même qu'un seul mot ne soit prononcé. De l'autre côté de l'allée, Thomas était assis près de son avocat commis d'office. Il avait l'air pitoyable dans un costume en polyester bon marché, trop serré aux épaules. Il essayait de projeter l'image de l'homme bafoué et au cœur brisé, mais tout ce que je pouvais voir, c'était un animal acculé, transpirant sous les néons. Le contraste entre nous était physique, un gouffre séparait son désespoir de mon honneur. Il était un homme déguisé. J'étais un soldat en uniforme. Quand ce fut mon tour de monter à la barre, je me suis déplacé avec l'efficacité qu'on m'avait enseignée. J'ai prêté serment, la voix claire et assurée. Le major Rossi a commencé son interrogatoire, et j'ai raconté les événements de cette nuit-là. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas haussé le ton. J'ai livré mon témoignage comme un rapport de fin de mission, en utilisant le jargon militaire. À environ 21 heures, le suspect, Thomas Walker, a intensifié son agression verbale, ai-je déclaré en regardant directement le jury. Il a ensuite brandi une arme mortelle et a tiré, ce qui a entraîné une blessure par balle non mortelle sur ma personne. L'avocat de Thomas a essayé de me démolir lors du contre-interrogatoire. Il a insisté sur la théorie du stress post-traumatique, ces questions dégoulinant d'une pitié condescendante. Soldat Rogers, a-t-il commencé? N'est-il pas vrai que la pression de la formation militaire peut causer une instabilité émotionnelle? J'ai soutenu son regard. Je n'ai pas regardé le jury, ni la juge. Je l'ai regardé, lui, droit dans les yeux. Monsieur, ai-je répondu, ma voix tranchant le silence du tribunal. J'ai été entraîné à faire face à l'ennemi. J'ai été entraîné à gérer la pression, et à courir vers le bruit des tirs. Je n'ai pas été entraîné pour me faire tirer dessus par ma propre famille, dans ma propre cuisine. Il n'y a pas de manuel militaire pour ça. Un murmure a parcouru la salle. L'avocat, décontenancé, n'avait plus de questions. Ensuite, le major Rossi s'est tourné vers la juge. Votre honneur, l'accusation souhaite maintenant présenter le contenu du téléphone de l'accusé. Ce fut le moment où la bataille s'est transformée en un véritable massacre. Rossi a systématiquement exposé les preuves tirées de la boîte noire du diable. L'écran du projecteur s'est illuminé pour afficher les SMS désespérés de Thomas à ses bookmakers. Puis, les photos écœurantes qu'il avait prises du testament de mes grands-parents. Et ensuite, les vidéos. Le tribunal a été plongé dans un silence de mort, horrifié, alors que la première vidéo était diffusée. C'était Thomas, le visage bouffi et rouge de colère, hurlant sur ma mère, sa voix n'était qu'un rugissement guttural pendant qu'il jetait une chaise de cuisine contre le mur. Le bruit du bois qui se fracasse, suivi des sanglots terrifiés de ma mère, a envahi la salle. Thomas, assis à la table des accusés, était livide, une pellicule de sueur perlant sur son front. Son avocat a bondi sur ses pieds, objection, votre honneur. Ceci n'est pas pertinent et porte préjudice à mon client. La juge, une femme au visage sévère qui avait suivi les débats avec une expression impassible, n'a même pas daigné le regarder. Elle a regardé le jury, puis l'écran. Je crois que le jury a besoin de comprendre le contexte, et la peur sous laquelle un témoin clé a vécu. Objection rejetée. Poursuivez, Major Rossi. Vidéo après vidéo, le macabre défilé s'est poursuivi, chacune enfonçant un clou de plus dans le cercueil de Thomas. Chacune témoignait de l'enfer privé qu'il avait créé. Et finalement, le moment de vérité est arrivé. L'accusation appelle Linda Walker à la barre. Ma mère ressemblait à un fantôme. Elle paraissait si frêle, si vulnérable, en s'avançant vers la barre des témoins. Elle refusait de me regarder. Elle refusait de regarder Thomas. Ses yeux étaient fixés sur le sol, comme si les motifs usés du lino du palais de justice détenaient les secrets de l'univers. L'avocat de Thomas l'a approché le premier, d'une voix douce et enjôleuse. Madame Walker, a-t-il dit doucement. Votre fille était-elle agitée, cette nuit-là? Oui, a chuchoté ma mère, la voix à peine audible. Et s'est-elle physiquement battue avec votre mari, a-t-il insisté. Ma mère a hésité. Ses mains tremblaient, tordant un mouchoir en papier froissé jusqu'à en faire des nœuds.
Elle avait l'air sur le point de craquer. C'est à ce moment que le major Rossi s'est levé. Elle ne s'est pas approchée de la barre. Elle est restée près de la table de l'accusation, la voix douce, mais chargée du poids indéniable de l'autorité. « Madame Walker », a-t-elle dit, sans la moindre méchanceté. « Linda, s'il vous plaît, regardez votre fille. » Lentement, avec hésitation, ma mère a relevé la tête. Ses yeux ont croisé les miens à travers la salle. Je ne l'ai pas supplié du regard. Je n'ai montré ni colère ni douleur. J'ai simplement soutenu son regard, mon uniforme se dressant comme le témoin silencieux de la personne que j'étais devenue, malgré tout. Linda, a poursuivi le major Rossi, la voix tendre mais ferme. Regardez l'uniforme qu'elle porte. Regardez le soldat qu'elle est devenue. Maintenant, je vous en prie, dites la vérité au jury. Croyez-vous honnêtement que votre fille, le soldat Louise Rogers, a agressé cet homme? C'était comme si un maléfice avait été rompu. Ma mère m'a regardé, elle m'a véritablement vu. Et, à cet instant, elle n'était plus l'épouse terrorisée de Thomas Walker. Elle était ma mère. Un barrage de peur et de silence, qui s'était accumulé pendant plus d'une décennie, a finalement cédé. Elle s'est effondrée, son corps secoué de sanglots déchirants. Non, s'est-elle écriée, la voix brisée par l'angoisse et le regret. Non, elle n'a rien fait. C'était lui. Ça a toujours été lui. J'étais juste. J'avais tellement peur. Ce fut la fin. C'est à ce moment précis que le masque de victime de Thomas a été totalement pulvérisé. Il n'a pas pu se contrôler. Le monstre s'est déchaîné. Il a bondi de sa chaise, frappant la table des deux mains dans un claquement assourdissant. Espèce de garce traîtresse, a-t-il hurlé, le visage congestionné, violet, tordu par une rage pure et absolue. Ses propres mots, sa propre fureur incontrôlable, venaient de signer son arrêt de mort. Il avait exposé le monstre au grand jour, à la vue de tous. Des halètements de stupeur se sont fait entendre dans le box des jurés. Les yeux de la juge se sont plissés, ne laissant filtrer qu'une fureur glaciale. Deux huissiers s'avançaient déjà vers lui. Le théâtre de la vérité avait réclamé sa dernière victime, et ce n'était pas moi. Le marteau de la juge s'est abattu avec un claquement sec, un son d'une finalité absolue qui a résonné dans la salle d'audience soudainement silencieuse. Thomas Walker a été déclaré coupable de tous les chefs d'accusation, coups et blessures avec circonstances aggravantes, décharge illégale d'une arme à feu. La peine a été prononcée rapidement, 25 ans. Alors que les huissiers s'approchaient, lui passaient les menottes dans le dos et l'emmenaient, je n'ai pas ressenti l'élan de joie triomphante auquel je m'attendais. Il n'y avait pas d'euphorie, aucune envie d'applaudir. Il y avait seulement un profond soulagement, ancré jusqu'à l'os, comme si un poids de 2 tonnes que j'avais porté sur mes épaules toute ma vie venait d'être soulevé. Et puis, à sa place, un vaste vide résonnant s'est installé. Le monstre était parti, mais la cage qu'il avait construite autour de ma vie était toujours là. Seulement, sa porte s'ouvrait désormais sur un avenir pour lequel je n'avais pas de carte. La justice avait été rendue, mais elle ne pouvait pas effacer les cicatrices. Une fois la salle d'audience vidée, je suis resté assise. Le bois poli du banc s'est refroidi sous mes mains. Le général Callahan était assis à côté de moi dans le silence, une présence solide et inébranlable. Il n'a offert ni parole ni platitude. Il s'est simplement penché et a posé une main sur mon épaule. Il m'a regardé, les yeux pleins d'une profonde empathie empreinte de sagesse, et a signé avec des mouvements lents et délibérés, « Tu l'as fait. Tu as tenu ta position. » J'ai simplement hoché la tête, tandis que les premières larmes de toute cette épreuve commençaient enfin à couler de mes yeux. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de joie. C'étaient les larmes d'un épuisement pur et absolu. La guerre était terminée. Quelques jours plus tard, un message texte a illuminé mon téléphone. Il venait de ma mère, « Pouvons-nous nous voir ?» Mon premier instinct a été de refuser, pour protéger la paix fragile que je commençais tout juste à ressentir. Mais je savais que je ne pouvais pas. Nous avons convenu de nous retrouver à la vieille église Saint-Michael, en centre-ville. Celle avec le haut clocher blanc. L'église même où j'avais autrefois rêvé de chanter dans la chorale, avant que Thomas ne m'enferme dans ma chambre. Cela semblait approprié de se retrouver sur les lieux d'un rêve assassiné, pour discuter de la possibilité d'un nouveau départ. Elle était assise sur les larges marches de marbre à mon arrivée, paraissant plus petite et plus âgée que je ne l'avais jamais vue. Les années de peur s'étaient gravées sur son visage, laissant derrière elle la cartographie d'une souffrance silencieuse.
Elle ne s'est pas excusée lorsque je me suis assise à côté d'elle, en laissant un espace prudent entre nous. Il n'y avait pas de mots faciles pour combler le gouffre qui nous séparait. J'ai commencé à aller à un groupe de soutien, a-t-elle dit, sa voix n'étant plus qu'un murmure fin et fragile. Au centre communautaire. Elle a gardé les yeux baissés sur ses mains, qui tordaient un mouchoir sur ses genoux. Ils m'ont dit que la peur n'est pas une excuse, mais qu'elle est bien réelle. La peur est réelle. Je n'ai rien dit. J'ai simplement écouté. Il n'y avait aucune phrase, aucune excuse qui pourrait annuler une décennie de silence. Mais ces paroles n'étaient pas une excuse. C'était une confession, un aveu, et, pour la première fois depuis très, très longtemps, cela ressemblait à un commencement. Pendant les semaines que j'ai passées à Charleston, en attendant mes ordres officiels pour retourner dans mon unité à Fort Bragg, je me suis surprise à rechercher un autre type de structure. L'aumônier Davis, la femme bienveillante qui avait rendu visite à ma mère, m'avait invité à un petit groupe d'études bibliques qu'elle animait le mercredi soir, dans la salle paroissiale de l'église. J'étais hésitante au début, ne sachant pas vraiment ce que je cherchais, mais j'y suis allée. Nous nous asseyions autour d'une simple table en bois, un petit groupe d'inconnus, et nous lisions. Un soir, l'aumônier a partagé un verset de la lettre aux Éphésiens. Sa voix était douce lorsqu'elle a lu « Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant mutuellement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Le mot « pardonnant » s'est accroché dans mon esprit. Comment pouvais-je pardonner? Comment pouvais-je pardonner à l'homme qui avait essayé de me tuer, et à la mère qui l'avait laissé faire? Et toutes ces années qui m'avaient été volées? J'ai formulé la question à voix haute, à peine plus qu'un murmure. L'aumônier m'a regardé, les yeux pleins de sagesse. Louise, a-t-elle dit doucement. Le pardon ne signifie pas que vous effacez ce qu'il a fait. Ça ne signifie pas que vous dites que c'était normal. Le pardon est pour vous. Il s'agit de refuser de laisser ces péchés continuer à avoir du pouvoir sur votre vie. Il s'agit de reprendre les clés de votre propre prison à votre geôlier. Ces mots se sont ancrés au plus profond de mon âme. J'ai réalisé qu'elle avait raison. Pardonner Thomas n'était pas pour lui. C'était pour moi. C'était l'acte ultime de reprise de contrôle. Et plus que cela, je savais que je devais apprendre à pardonner à ma mère. Non pas pour sa peur, mais pour ma propre paix. Mon dernier jour à Charleston, j'ai retrouvé ma mère pour prendre un café dans un petit établissement, un espace neutre loin des fantômes de notre ancienne maison. Elle avait l'air un peu plus forte, le regard hanté dans ses yeux avait été remplacé par une résolution tranquille. « Je vends la maison », a-t-elle dit en remuant son café sans le regarder. « Je ne peux plus vivre là-bas. Pas avec tous ces fantômes. » Elle a finalement levé les yeux vers moi. « Je vais prendre un petit appartement, juste pour moi. » J'ai hoché la tête lentement. C'était la bonne décision, une rupture nette. J'ai pris une grande inspiration, sachant que ce que je devais dire ensuite était la chose la plus difficile et la plus importante que je lui dirais jamais. « Maman », ai-je commencé, la voix posée et claire, exactement comme on m'avait entraîné à le faire. « Je t'aime. Je veux que tu le saches. » J'ai vu des larmes perler dans ses yeux. « Mais j'ai besoin de temps, et j'ai besoin que tu continues à aller à tes réunions. J'ai besoin que tu continues à guérir pour toi-même. » C'était la première véritable limite que je lui fixais. Ce n'était pas un mur construit sur la colère ou le ressentiment. C'était une ligne tracée avec amour, et, pour la première fois, avec le respect de moi-même. Elle n'a pas protesté. Elle n'a pas essayé de me faire culpabiliser. Elle a simplement hoché la tête, une seule larme traçant un chemin sur sa joue. « Je comprends », a-t-elle murmuré. « Tu as droit à ta paix, Louise. Tu l'as bien mérité. » Alors que je me préparais à prendre la route pour Fort Bragg, de retour vers ma vraie maison, j'ai regardé la silhouette de Charleston se découper sur l'horizon. La guerre était terminée. Le verdict avait été rendu, la sentence prononcée. Mais je savais au fond de moi que la véritable guérison ne faisait que commencer. Comment construit-on une nouvelle vie sur les cendres de l'ancienne? Je n'avais pas encore la réponse, mais pour la première fois, je me sentais assez forte pour commencer à poser la question. En franchissant à nouveau les portes de Fort Bragg, je n'ai pas eu l'impression de retourner au travail. J'ai eu l'impression de rentrer chez moi. Les rangées ordonnées des casernes, la vue des soldats courant en formation sous les pins de Caroline du Nord, le rythme familier de la vie sur une base militaire. C'était la structure et la stabilité dont j'avais rêvé toute ma vie.
Lorsque je suis rentré dans mon unité, on ne m'a pas accueilli avec des chuchotements ou de la pitié. J'ai été accueilli par des poignées de main fermes et des hochements de tête silencieux, pleins de respect. Ils ne voyaient pas une victime ou une faiseuse de troubles. Ils voyaient un soldat qui avait mené une bataille sur son propre front, et qui avait gagné. C'est dans leur acceptation silencieuse que j'ai finalement compris une vérité profonde. La famille n'est pas toujours une question de lien de sang. Parfois, il s'agit des personnes qui se tiennent à vos côtés dans les tranchées. Et que ces tranchées se trouvent dans un désert étranger ou dans votre propre jardin. C'était ma confrérie, ma sororité. C'était ma famille. Le général Callahan et moi sommes restés en contact. Il est devenu le mentor, la figure paternelle stable que je n'avais jamais eue. Nous faisions des appels vidéo où il me regardait patiemment utiliser la langue des signes, offrant ses conseils et ses encouragements. Lors de l'un de nos appels, il m'a exhorté à ne pas enfouir ce qui s'était passé. Rogers, a-t-il signé, ses mains bougeant avec leur grâce familière. Ta douleur, si tu la partages, peut devenir l'armure de quelqu'un d'autre. Ces mots ont résonné au plus profond de moi. Il voyait mon histoire non pas comme une source de honte, mais comme une source potentielle de force. Inspiré par ces mots, et face aux lacunes flagrantes du système que mon cas avait mis en lumière, l'armée, avec le soutien du général Callahan, a lancé un nouveau programme. Ils l'ont appelé le projet Sentinelle, un groupe de travail dédié à la sensibilisation et au soutien immédiat des militaires victimes de violences domestiques. C'était une mesure proactive, une façon de monter la garde sur les leurs. Et quand ils ont demandé des volontaires pour s'adresser aux nouvelles recrues afin de partager leurs expériences, j'ai su que je devais le faire. La fille qu'on avait réduite au silence pendant si longtemps était enfin invitée à prendre la parole. 6 mois après le procès, je me tenais dans les coulisses d'un auditorium à Fort Jackson, l'endroit même où j'avais été brisée, puis reconstruite. Je n'étais plus le soldat de première classe Rogers. J'avais été promu. Désormais, les chevrons pointus d'un sergent étaient cousus sur ma manche. Mais en écoutant le faible murmure des centaines de nouvelles recrues qui remplissaient les sièges, mon cœur s'est mis à battre la chamade contre mes côtes. La vieille peur, le fantôme de la fille qui n'était pas à la hauteur, m'a murmuré à l'oreille, « Qui es-tu pour leur apprendre quoi que ce soit ?» Puis, je me suis souvenu des visages de mes camarades soldats. Je me suis souvenu du soutien indéfectible du général Callahan. Et je me suis souvenu du regard dans les yeux de ma mère, quand elle avait finalement choisi la vérité plutôt que la peur. J'ai pris une grande inspiration, j'ai réajusté mon uniforme, et j'ai marché sur la scène. Les lumières vives m'ont aveuglé un instant. Je me suis tenu au pupitre, regardant cet océan de jeunes visages, impatients et terrifiés. Ils étaient exactement comme je l'avais été, des gamins venus des 4 coins de l'Amérique, fuyant quelque chose ou courant vers quelque chose, tous espérant que l'armée leur donnerait un but. Et en balayant la foule du regard, je l'ai vu dans les yeux de certains, une douleur silencieuse que je connaissais trop bien. Un regard hanté qui n'avait rien à voir avec la rigueur de l'entraînement de base. C'était le regard de ceux qui savaient ce que c'était d'être en guerre, bien avant de porter un uniforme. À cet instant, ma peur s'est évanouie. Je savais pourquoi j'étais là. Je n'ai pas commencé par la violence. Je n'ai pas commencé par la tragédie. J'ai commencé par la stratégie. Je m'appelle le sergent Louise Rogers, ai-je commencé, la voix claire et puissante, amplifiée par le microphone. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour vous parler de tactiques de champ de bataille. Je suis ici pour vous parler de tactiques de survie. Parce que l'ennemi le plus dangereux que vous affronterez ne sera peut-être pas à l'étranger. Parfois, l'ennemi vous attend juste à la maison. Je leur ai raconté mon histoire. Non pas comme une victime cherchant de la pitié, mais comme un sous-officier donnant un briefing tactique. J'ai parlé de l'importance d'identifier les faiblesses d'un adversaire, et de la façon dont l'arrogance de Thomas et sa dépendance à ce téléphone étaient ses vulnérabilités critiques. J'ai abordé la nécessité de recueillir des renseignements, expliquant comment le téléphone était devenu ma pièce à conviction la plus importante. J'ai insisté sur le courage qu'il faut pour trouver ses alliés, pour faire confiance à quelqu'un en dehors de la chaîne de commandement lorsque cette chaîne est brisée, tout comme j'avais fait confiance à un étranger bienveillant sur un banc de parc. Je recadrais mon traumatisme, le transformant en un plan de leçon pour la survie. Je leur apprenais à devenir l'ours. En arrivant à la fin de mon discours, j'ai regardé la foule. La salle entière était silencieuse, chaque regard rivé sur moi. Au premier rang, le général Callahan me regardait, un petit sourire de fierté sur le visage. Et à quelques sièges de lui, j'ai vu ma mère.
Elle avait conduit depuis Charleston spécialement pour être là. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de peur ou de regret. C'étaient des larmes de fierté. J'ai pris une dernière inspiration et j'ai prononcé ma conclusion, ma voix résonnant avec une conviction forgée dans le feu. Mon beau-père avait l'habitude de me dire que l'armée ne pourrait pas me rendre meilleur que lui, ai-je déclaré, ma voix vibrant de force. Il avait tort. L'armée ne m'a pas rendu meilleur que lui. Elle m'a rendu moi-même. Elle m'a appris que le silence ne protège que l'agresseur. C'est le fait de parler qui protège le soldat. Votre histoire, chaque cicatrice, chaque peur. Chaque moment de survie. C'est votre arme la plus puissante. Ne laissez jamais, au grand jamais, quelqu'un vous la voler. J'ai terminé, et, l'espace d'un battement de cœur, il y a eu un silence. Puis, un seul soldat, au fond, s'est levé et a commencé à applaudir. Puis un autre, et encore un autre. En quelques secondes, l'auditorium entier était debout. Le son de leurs applaudissements était un rugissement tonitruant qui m'a submergé, une vague de validation et d'acceptation. C'était une nouvelle aube, plus éclatante que n'importe quel lever de soleil sur Charleston. C'était une aube que j'avais créée pour moi-même. C'est mon histoire. Mais je sais que le voyage ne s'arrête pas vraiment là. Merci de m'avoir écouté, d'avoir été les témoins de mon combat. Mon histoire est la preuve que, même dans les moments les plus sombres, une seule personne, un seul acte de gentillesse peut changer tout le cours d'une bataille. Si cette histoire a résonné en vous, je veux connaître la vôtre. Dans les commentaires ci-dessous, parlez-moi d'une personne qui a cru en vous lorsque vous en aviez le plus besoin. Remplissons cet espace de force. Et si vous croyez au pouvoir de la résilience, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires de dépassement de soi.